Bonjour, je m'appelle Célestin, je suis un ancien étudiant de l'Université de Liège. Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur chez Tractebel. Et aujourd'hui, je suis invité par le professeur Ernst pour parler de l'énergie nucléaire dans le cadre de son cours sur la Sustainable Energy. Dans une perspective long terme, et parce que le nucléaire fera partie du mix énergétique de demain, comment est-ce que la recherche et le développement se posent dans le futur? Ok, alors avant de commencer, petite question, est-ce que vous pourrez tous lever la main? La gauche ou la droite, ça n'a pas d'importance, levez la main. Donc la question elle est toute simple, c'est combien est-ce qu'il y a de réacteurs nucléaires à l'heure actuelle sur Terre? Est-ce qu'il y en a plus que 100? Est-ce qu'il y en a plus que 1000? Ou est-ce qu'il y en a plus que 10 000? Et la réponse, c'est qu'il y en a à l'heure actuelle 450 en opération. Alors en Belgique maintenant, où est-ce qu'on se situe? Il faut savoir qu'en Belgique, nous disposons de 2 centrales nucléaires pour la production d'électricité. Il y en a une au nord du pays, c'est la centrale de Doel, et celle de Tihange, dans le sud du pays. Donc ces 2 centrales totalisent 7 réacteurs nucléaires qui comptent pour approximativement 50%, donc la moitié de la production d'électricité en Belgique. Donc ça, ce sont des réacteurs qu'on dit de puissance, qui vont servir à la production d'électricité, mais la Belgique compte aussi différents réacteurs de recherche, comme par exemple le BR2, qui se situe à Mol, c'est le SC Cassen, c'est notre laboratoire national. Et il faut savoir que ce réacteur produit 25%, donc un quart des radioisotopes mondiaux. Donc le message que je veux que vous reteniez de ceci, c'est la première chose, que la Belgique est une plaque tournante du nucléaire incontournable en Europe. Et donc par contraste avec les réacteurs chimiques, je pense par exemple au charbon ou au gaz, qui eux oxydent des minerais de carbone ou des chaînes hydrocarbonnées, ici les réactions nucléaires qui sont des réactions physiques ne produisent pas de CO2. Pour revenir un petit peu sur ce contraste énergie chimique et énergie physique, il faut savoir que par unité de réaction, donc une réaction d'oxydation par exemple d'un atome de méthane ou une réaction de fission d'un atome d'uranium, on va retrouver à peu près un facteur 100 000 sur la quantité d'énergie qui est libérée. Et donc on le voit ici avec les chiffres que je vous présente. Et ceci soulève indirectement la question de la durabilité des sources d'énergie. Alors, Damien, dans ses notes de cours à la démonstration complète de quel est le potentiel énergétique qui peut être dedans, et je vous invite très chaudement à refaire cette démonstration. Mais je vais déjà vous en donner les conclusions, c'est que basiquement, le nucléaire, donc les ressources nucléaires que l'on dispose sur Terre, ont le potentiel d'offrir de l'énergie à l'ensemble de l'humanité au même niveau de vie qu'un Européen pour approximativement 1 millier d'années. Comment est-ce que fonctionne une centrale nucléaire? C'est en fait l'interaction de 3 circuits indépendants et compartimentés, donc comprenez par là qu'ils sont physiquement séparés. Le tout premier, c'est le circuit primaire qui abrite la cuve du réacteur, que vous voyez ici aussi, au sein de laquelle on va retrouver le cœur du réacteur, les assemblages combustibles, au sein desquels se déroulent les réactions de fission. Donc l'immense énergie qui est dégagée va être transférée au circuit primaire, qui lui-même transfère cette énergie thermique à un second circuit, qui est le circuit secondaire. Et c'est l'échangeur de chaleur que vous voyez ici, et donc vous avez la représentation là, qui date, je pense que la photo date du remplacement des générateurs de vapeur. Donc c'est typiquement une opération qui se fait pas très régulièrement, mais toutes les vingtaines d'années, et qui permet d'augmenter typiquement la puissance du cœur. Donc cet échangeur de chaleur qu'on appelle le générateur de vapeur va produire la vapeur qui est envoyée à la turbine, qui va elle-même alimenter un alternateur qui va transférer l'électricité sur le réseau. La première chose qu'il faut savoir sur la radioactivité, c'est que c'est quelque chose de parfaitement naturel, avec lequel on est confronté tous les jours. Un noyau radioactif, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un noyau qui est instable et qui va chercher à retrouver un état stable par l'émission d'énergie, qui ici prend la forme de particules et de photons. Et donc cette énergie cinétique qui est émise peut être valorisée de différentes manières. Par exemple, la première, c'est la médecine nucléaire, où on utilise directement cette énergie cinétique pour détruire des tumeurs cancéreuses. On a par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, et maintenant quelque chose qui est en train d'émerger, notamment en Belgique, la protonthérapie. Qu'est-ce qui différencie le nucléaire des autres sources d'énergie? Alors, ces caractéristiques, elles sont au nombre de 3. On a
Premièrement, la gestion des déchets nucléaires, la seconde, la sûreté nucléaire, et la troisième, c'est à propos des coûts de construction. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Belgique, où 50%, donc la moitié de la production électrique, provient de l'énergie nucléaire, la production de radioéléments qui devraient être enfouis est de l'ordre de 50 grammes par an et par habitant. Et donc le volume total de déchets qu'il faudrait enfouir, donc on parle ici des déchets de catégorie B et C, ceux à longue durée de vie ou à haute activité, c'est le même volume qu'un terrain de foot sur 1,50 m de haut. Et ça, c'est pour la production sur 100 ans d'exploitation. Dans une perspective long terme, il y a encore une réflexion qui se pose, parce que comme le nucléaire fait partie du mix énergétique de demain, on doit vraiment penser sur le long terme. C'est là que notamment il y a différentes stratégies qui, en amont, visent en fait la réduction du volume et de la longévité des déchets. Et par exemple, j'ai déjà abordé une des stratégies qui est possible de mettre en œuvre, c'est par exemple le recyclage, où par exemple une partie du plutonium est extrait et est revalorisée. Et ça va permettre de réduire le volume de déchets à gérer et sa longévité. À l'heure actuelle, la quasi-totalité, en tout cas des réacteurs qui sont actuellement en opération, sont dits de génération 2. Et ils accumulent approximativement 17 000 années d'expérience cumulée. Si on fait 400 fois plus ou moins 40 ans, on y est. Et il y a une deuxième dimension qui est assez importante, c'est l'aspect économique. Donc il faut savoir que le coût de revient du nucléaire est conditionné par deux dimensions. La première, c'est la dimension purement matérielle, donc c'est par exemple le génie civil, les équipements, simplement les salaires des différents intervenants. C'est ce qu'on va appeler les overnight costs. Donc pour mieux le comprendre, imaginez-vous qu'on arrête le temps et qu'on construise la centrale en une nuit, combien ça vous coûte? Ça, c'est une chose. Et forcément, au plus la centrale est grande, au plus ces coûts sont importants. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension financière. Il faut savoir qu'une centrale, ça coûte plusieurs milliards d'euros à construire, et donc il y a toute une série d'investisseurs qui vont prendre part au projet et qui vont exiger un rendement qui va être proportionnel au risque qu'ils ont pris. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie financière peut être même, dans certains contextes, plus importante que la dimension matérielle elle-même. Alors maintenant, la question c'est, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser la réflexion vraiment à son maximum, à son paroxysme, et construire l'entièreté du réacteur à l'usine? Et c'est là qu'en fait l'approche SMR intervient. Donc SMR, c'est pour Small Modular Reactor, où en fait on va avoir des réacteurs de faible puissance, dont le design a été repensé et qui va leur permettre d'être fabriqués sur une chaîne d'assemblage. En fait, fondamentalement, c'est la même chose que ce que Boeing et Airbus font avec leurs avions commerciaux, où ils sont produits de manière standardisée sur une chaîne de production. Et à niveau, ils vont être amenés directement sur site pour y être installés. Et l'espoir de l'approche SMR, c'est de pouvoir rendre l'économie de volume, l'économie de masse, aussi intéressante, aussi compétitive que l'économie d'échelle. Il y a deux messages que vous devez retenir. C'est que le premier, on améliore la constructabilité en jouant sur la modularité, et notamment avec l'approche de réacteurs de plus petite taille qui vont permettre de standardiser les concepts. Et c'est une des réponses qui a été apportée au secteur pour en faciliter la constructabilité et la financiabilité. Dans une perspective long terme, et parce que le nucléaire fera partie non seulement de la transition, mais du mix énergétique de demain, comment est-ce que le secteur de l'innovation s'articule et pense le futur? Et notamment, c'est là qu'interviennent les réacteurs de génération 4, qui sont les réacteurs du futur, qui sont actuellement en développement dans nos laboratoires, qui vraiment réfléchissent à comment renforcer encore plus la durabilité, donc en anglais sustainability, de la technologie nucléaire. Donc moi ici, je vais me focaliser sur deux sujets, ceux de la durabilité et de la sûreté, parce que ces fonctionnalités sont intrinsèquement liées au choix technologique qui est posé, plutôt que le design du réacteur lui-même. Et alors enfin, c'est le projet MIRA, qui est un projet belge. Donc MIRA, c'est un ADS, un Accelerated Driven Reactor. C'est un réacteur qui est couplé à un accélérateur de particules, qui est construit ici, en Belgique. Alors,
Stricto sensum, ce n'est pas un réacteur de génération 4 parce qu'il n'a pas été prévu pour la production d'électricité, mais c'est un réacteur de recherche qui va notamment également servir à la démonstration et à la recherche de la technologie au plan. MIRA, au niveau mondial, c'est le premier prototype de réacteur nucléaire qui est piloté par un accélérateur de particules. Et en fait, la particularité, c'est que le cœur a été pensé pour être sous-critique. Donc il ne dispose pas de suffisamment de matière radioactive pour entretenir spontanément la réaction en chaîne. Et donc l'accélérateur de particules se pose comme une source externe additionnelle de neutrons qui va permettre de piloter la réaction. C'est vraiment un trésor technologique qui reçoit beaucoup d'attention et notamment un soutien important de différents fonds européens. La phase de construction va se faire en 2 étapes. La première, c'est on va d'abord construire l'accélérateur de particules, donc 100 mégaélectronvolts. Au niveau calendrier, je pense qu'on parle de 2024 pour sa complétion. Et la deuxième partie, ça va être la montée en puissance de l'accélérateur de particules avec en parallèle la construction du réacteur lui-même. Et là, au niveau timing, actuellement au calendrier, on parle de 2033 pour la complétion finale. Donc pareil, on est à nouveau pionnier avec vraiment une compétence internationale en Belgique qui est retenue et reconnue partout dans le monde. J'ai terminé ce chapitre sur 2 messages clés. Et je terminerai par la synthèse de la conclusion, on pourra passer aux questions-réponses. Donc le premier message que qui est assez bien résumé par cette phrase, c'est que, voilà, dans une perspective long terme, et parce que le nucléaire sera là demain, la recherche, l'innovation, les cerveaux qui seront peut-être vous demain, abordent les caractéristiques intrinsèques du nucléaire autrement, répondent à ces questions autrement. Et le deuxième message que je veux passer, c'est que le nucléaire, et ça on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est quand même une énergie, une technologie qui est relativement jeune. Et quand on voit à l'international l'effervescence historique qu'on a, et vraiment cette dynamique d'innovation qui est sans précédent, le message que j'ai envie de vous adresser, c'est que c'est la meilleure période de l'histoire du nucléaire pour démarrer une carrière dans le secteur. On le voit ici par rapport à tous les projets qui à l'international sont en train d'être lancés. Il y a vraiment des choses concrètes qui sont en train de se passer. Moi, je suis extrêmement enthousiaste sur l'avenir et c'est notamment pour ça que je suis là, quoi. Alors maintenant, la petite synthèse, la conclusion et je vous laisse la parole. Alors comme on l'a vu, le nucléaire est caractérisé par des caractéristiques intrinsèques qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les autres secteurs. Et fort d'une expérience de plusieurs milliers d'années, par l'exploitation actuelle, par tous ces retours d'expérience, par toutes ces autres recherches, on a des innovations qui sont implémentées dans nos réacteurs actuels et qui sont reprises dans les réacteurs de nouvelle génération. On a par exemple au niveau de la génération 3 qui met particulièrement l'accent sur ces systèmes passifs qui vont donc jouer sur la physique des systèmes plutôt que les installations elles-mêmes. On a par exemple le reprocessing qui est particulièrement mis en place en France, qui permet déjà de paver la route vers la réduction amont du volume des déchets et de leur longévité. On a la génération 4 qui va reprendre tous ces concepts et qui va encore pousser plus loin, fort de l'innovation et de la recherche qui se fait dans les laboratoires, qui va vraiment introduire de plus en plus dès la base, dès la conception, ces notions de sûreté intrinsèque. On a l'accession au spectre rapide qui va vous permettre de convertir de la matière fertile en fissile et de virtuellement rendre, dans les échelles de temps raisonnables dont on parle, virtuellement inépuisables les ressources nucléaires. Et les applications à très haute température qui vont pouvoir vraiment décloisonner et rendre possible les applications nucléaires à plein d'autres secteurs.